Bonjour, nous allons parler des traumatismes crâniens de la naissance et vous voyez ici sur cette, pelvimétrie ce bébé qui est sur le point de naître et vous remarquez qu'au milieu de son front, il y a une crête métopique qui correspond en fait à une craniosténose de la suture métopique, donc une trigonocéphalie et comme on va le voir, ça peut poser des problèmes au moment de la naissance. Alors tout d'abord, les traumatismes crâniens de la naissance est une pathologie qui est fréquente, qui est propre à notre espèce. On peut parler de la malédiction d'Ève, comme on voit sur cette illustration de Masaccio, qui est liée au fait que nous naissons avec un gros cerveau qui est immature et le bassin de la maman est fermé, ce qui est lié à la bipédie. Donc la naissance, c'est vraiment un moment qui est dangereux, c'est un passage obligé, mais dangereux. L'incidence des lésions traumatiques de la naissance, elle est sous-estimée et des gens qui ont fait des IRM systématiques et qui ont trouvé des hématomes sous-duraux dans pas loin de 9% des bébés qui étaient nés de façon apparemment eutoxique. Ces lésions sont le plus souvent bénignes, elles vont disparaître en 4 semaines, ce qui a une importance médico-légale, on va le voir. Mais par contre, elles ont parfois une évolution suraiguë, ce qui fait qu'il y a nécessité d'une prise de décision en urgence et même en grande urgence. Alors tout d'abord, l'anatomie et la physiologie, comme vous le savez, le volume sanguin du nouveau-né, il est faible, ça tient dans une canette de bière, hein, c'est vite vu, comme vous le savez. Par ailleurs, le crâne du nouveau-né, il est déformable, il est extensible, on va y revenir, et, il est soumis à des contraintes mécaniques qu'on va détailler un peu. Par ailleurs, sur le plan de la physiologie, le nouveau-né est quand même assez bien préparé pour tolérer l'hypoxie. Il a une hémoglobine fœtale dont la courbe de dissociation, que vous connaissez mieux que moi, va favoriser l'extraction d'oxygène. Il a une polyglobulie. Et puis, il a un cerveau qui est économe sur le plan métabolique, car il n'est pas myélinisé. Et donc, le débit sanguin dont il a besoin, c'est à peu près la moitié dont il aura besoin quand il sera mature. Par ailleurs, le bébé, il naît enduit de vernix, donc c'est une vraie savonnette avec un risque de chute. Donc je connais une sage-femme qui m'indique que son rôle le plus souvent servait de gardien de but. Donc on espère qu'elle va pas que le gardien de but ne va pas être une passoire. Alors, les sutures crâniennes, je vais faire quelques rappels anatomiques. Vous savez ce sont elles qui permettent la croissance crânienne, mais elles permettent également une mobilité à la naissance, comme on le voit sur cette petite vidéo, où on voit la suture sagittale qui est parfaitement mobile, et ça va donner une certaine souplesse au crâne pendant l'accouchement. Alors ça, ce sont les sutures durables, hein, la suture sagittale, les coronales et la lambdoïde, mais il y a également des sutures temporaires. Le meilleur exemple, c'est la métopique qui va disparaître entre 4 et 9 mois, et certaines personnes pensent qu'elle sert essentiellement à donner de la souplesse au moment de la naissance. Et puis il y a d'autres sutures, il y a la main d'Ozanne, la suture innominée, qui vont disparaître dans la petite enfance. Et puis les sutures accessoires qui n'existent qu'à la naissance et qu'il ne faut pas confondre avec des fractures. Et puis, à contrario, on sait que ces sutures sont importantes car dans les craniocénoses, comme on va le voir dans un instant, il existe des lésions traumatiques de la naissance. Et donc, j'avais repris les craniocénoses qu'on avait vues au cours des 5 dernières années. Sur 233 cas, on avait une prévalence globale d'une dystocie de 45,5%, presque la moitié, ce qui est important, avec un taux de césarienne de 30,5%, dont 24,4% de césarienne d'indication fétale, donc avec possibilité de souffrance fétale. Si on compare avec la prévalence de la césarienne en France, on voit que c'est nettement au-dessus de ce qu'on attend. Alors, c'est un peu variable suivant le type de craniocénose. C'est plus important dans les trigonocéphalies et dans les craniocénoses multisuturaires, plus fréquent chez les garçons que chez les filles, mais ça n'est pas statistiquement significatif. En tout cas, c'est un problème dans les craniocénoses. Et comme on va le voir, ici, c'est un enfant qui avait une scaphocéphalie, qui a un céphalématome qui est bilatéral, qui est particulier puisqu'il n'y a pas d'adhérence du périoste au niveau de la suture sagittale qui est fusionnée. Et donc, on va avoir un céphalématome bilatéral. Ici, c'est un enfant qui avait une trigonocéphalie, qui a fait un hématome sous-dural, une fracture du rocher, et puis on voit au niveau de son front une cicatrice atrophique liée à la mise en place du forceps. Et puis ce bébé-là avait une naissance difficile avec avec une contusion cérébrale qui était liée au fait aussi que c'était une craniocénose syndromique, un bébé qui était très faible et qui était incapable de pousser pour s'extraire. Alors, la mobilité du crâne, elle est permise par les sutures, mais elle est limitée par des replis duraux, sinon le crâne serait complètement écrasé
le cerveau aussi. Et donc, on a le dièdre falco-tentoriel, qui est une structure inextensible qui va limiter les déformations. On peut parler de haut brainage interne. On voit ce beau schéma dans un article qui date d'un siècle maintenant, dans le Journal of Obstetric and Gynecology of the British Empire, toute une époque. Alors, le rôle de ces replis méningés, on peut penser qu'ils ne servent finalement qu'à ça, parce qu'il n'y a aucune autre circonstance clinique où on peut avoir une lésion traumatique de la tente du cervelet. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche un petit peu comme, vous voyez ici la tour Eiffel, dont le poids va reposer sur les pieds, mais l'arche de la tour Eiffel, elle fonctionne en traction. Elle va empêcher les pieds de s'écarter sous l'effet de la pesanteur. Et bien, au niveau des replis du c'est un petit peu la même chose. On a une compression antéro-postérieure qui va être transmise à la petite circonférence du cervelet et qui va limiter cette compression antéro-postérieure du crâne. Dans la naissance instrumentale, on a non pas une compression antéro-postérieure, mais une traction sur le pariétal, que ce soit une ventouse ou un forceps. Et finalement, ça va revenir au même. Il va y avoir une exbarrure de l'os pariétal qui a une forme trapézoïdale. On dirait qu'il est fait pour pouvoir se glisser entre le frontal et l'occipital. Mais cette traction, si elle est excessive, peut entraîner une déchirure de la tente du cervelet, comme on voit sur cette horrible photo autopsique. On a une déchirure complète de la tente du cervelet. Et ça correspond assez bien à ce qu'on voit dans le cas de saignement sous-dural de la naissance. On a vraiment du sang qui prédomine le long de la tente du cervelet, au-dessus et en dessous de la tente. Alors, cette exbarrure du pariétal, donc, comme je l'ai dit, elle est favorisée par la forme du pariétal qui a une forme de trapèze. Du coup, on a un rapprochement du frontal et de l'occipital qui donne un aspect de pseudo-embarrure. Alors on peut se demander comment est-ce que ça se fait que la durmère sous-jacente ne soit pas plus souvent lésée. Et ici, on a justement un exemple d'une thrombose du sinus sagittal qui est en rapport avec la compression mécanique des structures durales et des veines qu'elles contiennent. Alors, après, on a donc des déformations anténatales. Ce n'est pas réellement un traumatisme. Les anglo-saxons parlent de cranial molding. Donc, c'est un diagnostic différentiel des craniocénoses. Vous voyez ici ce crâne qui est déformé avec ce bébé qui a un crâne très allongé, qui a l'air anormal, mais finalement, ça va se corriger tout seul. On le revoit un mois plus tard. Le crâne a repris une forme normale sous l'influence de la pulsion du cerveau qui donne sa forme au crâne. Alors, est-ce que ça peut être favorisé par l'oligoamniose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ostéopathie, ça ne sert absolument à rien. C'est quelque chose qui se corrige spontanément. Alors, la présentation des lésions traumatiques de la naissance, elle est aspécifique. C'est un enfant qui est douloureux, qui a des bradycardies, des apnées. C'est souvent retardé entre 12 et 24 heures après la naissance. Il peut y avoir des crises qui traduisent souvent des lésions parenchymateuses étendues. Vous voyez ici une grosse lésion hémorragique avec une CVD, avec un état de choc. Vous voyez le petit cœur chez ce bébé. L'EPC peut être augmenté du fait d'un hématome sous-cutané, donc ça nécessite une surveillance. Et puis, il peut y avoir une spoliation sanguine avec des signes hémodynamiques qui sont prédominants, c'est-à-dire qu'ils vont arriver avant même qu'il y ait des signes neurologiques. Donc, on va voir un petit peu de la surface vers la profondeur, suivant l'atteinte des différentes couches des enveloppes du cerveau et du cerveau lui-même. Donc, on a l'espace sous-galéal qui est un espace mobile, qui n'est pas limité par des sutures. On a ensuite le plan sous-périosté qui, lui, est limité par les sutures. Le périoste est très adhérent au niveau des sutures crâniennes. Le périoste il garde sa compétence d'ostéogénèse. En dessous, on a l'os, les sutures, les fontanelles, et en dessous, la durmère qui, elle aussi, adhère au niveau des sutures. Et la durmère, elle est capable de résorber l'os, mais également d'en produire, suivant les conditions de pression. En dessous de la durmère, on a les espaces arachnoïdiens, où il peut y avoir une hémorragie. Et en dessous, on a la pimère qui a la particularité chez le nouveau-né d'être capable de se délaminer. Et donc, si le cortex est dépouillé de sa pimère, il va se nécroser. Alors, les parties molles, tout d'abord, donc on voit ces lésions qui peuvent être assez spectaculaires, avec une plaie par des forceps qui sont pas forcément faciles à appliquer exactement là où il faut. Ça peut entraîner des cicatrices atrophiques qui sont pas très belles. Il peut y avoir une compression du nerf facial à sa sortie du canal pétreux. Donc, vous voyez ce bébé qui a une paralysie faciale gauche avec une incontinence du muscle buccinateur, donc avec des difficultés pour téter. Il a du mal à fermer l'œil également.
Ça, c'est des choses qui récupèrent quand même assez bien, hein. Et puis, lésion du scalp, ça peut entraîner un hématome qui peut s'abcéder, là, notamment au niveau occipital. Et puis là, vous voyez à droite ce bébé qui a été cerclé en même temps que sa maman. C'est quelque chose de quand même assez exceptionnel. Alors, l'hématome sous-galéal, c'est une entité qui est très dangereuse. C'est superficiel, mais ça cause une anémie aiguë parce qu'il n'y a pas de limite à cet espace sous-galéal. Donc, l'hématome, il va se diffuser à toute la surface du crâne. Il va soulever l'oreille. Vous voyez ici cette oreille qui est soulevée, un petit peu comme dans les fractures du rocher, où on a ce qu'on appelle le signe de Battle. Et dans cet espace sous-cutané, il peut y avoir une masse sanguine. Donc, c'est un problème de réanimation. Ça nécessite une compensation volumique, globulaire, et ça entraîne une CIVD qui nécessite d'être corrigée. Alors, ça ne se draine pas. Un pansement compressif, c'est discutable parce que le crâne n'est pas émou, hein, donc il y a vraiment risque de comprimer le cerveau. En tout cas, c'est quelque chose qui est un problème de réanimation très sérieux. Alors, dans certains cas, quand il y a un pansement compressif ou si l'hématome est sous pression, ben, ça peut entraîner une nécrose du scalp. Vous voyez ici cet enfant qui avait une nécrose étendue du scalp et en cicatrisation dirigée, on a assisté à une régénérescence à peu près complète du scalp, y compris des cheveux. Donc, ce n'est pas du tout comme la cicatrisation qu'on voit plus tard avec une cicatrice atrophique et alopécique. Là, ça s'est totalement régénéré, un petit peu comme la queue du lézard. Quand le lézard a perdu sa queue, ça se régénère authentiquement. L'hématome du scalp, il peut s'infecter. C'est un très bon milieu de culture, une gélose au sang qui permet aux germes de proliférer s'il y a une contamination, et possiblement une contamination par des électrodes qui ont été mises en place lors de l'expulsion. Donc ici, c'est un abcès à bacille gram négatif avec une ostéite qui a évolué favorablement avec un drainage et une antibiothérapie. Alors, la collection sous-galéenne non traumatique, ça c'est chez les enfants un petit peu plus grands, c'est vers l'âge d'un mois, vous voyez, ce bébé qui a une poche sous-cutanée. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un traumatisme. Ce n'est pas du sang. Quand on ponctionne, on a ce liquide qui est très sirupeux, qui est très albumineux. En fait, c'est lié au mouvement du bébé. Vous voyez, lorsque le même bébé est éveillé, c'est un bébé qui est très joyeux, qui n'arrête pas de bouger, et ça fait un effet savonnette, comme on dit, au niveau de l'oxytocine. Donc, c'est purement lié au mouvement et ça n'est pas traumatique. Le céphalématome, maintenant, c'est un hématome qui est situé sous le périoste et qui donc va être limité par les sutures crâniennes. Les sutures sont très adhérentes au niveau du périoste et de la dure mère. Et donc, cet hématome va être limité. Ça ne sera jamais un très gros hématome, mais il va évoluer sous forme il va s'ossifier et ça peut entraîner donc une tuméfaction qui au début est molle et qui va ensuite être dure et qui va être remplacée en fait la voûte crânienne qui à l'intérieur va se résorber sous l'effet de la pulsatilité crânienne. Donc ce céphalématome, ça peut être dû à une fracture, donc ça peut quand même être judicieux de faire un scanner. Ça peut également traduire une coagulopathie préexistante, ça peut être un mode de révélation des coagulopathies sanguines. Et sur le plan du pronostic, c'est quelque chose qu'on ne traite pas le plus souvent, qui va évoluer, qui va disparaître comme le rocher à la marée montante, au fur et à mesure que la voûte crânienne, que le crâne va augmenter son périmètre. Alors parfois, ça peut être nécessaire quand même de ponctionner quand c'est très volumineux, et surtout si c'est douloureux, quoi. Ça peut être utile de faire une évacuation, mais il faut que ça soit précoce, il ne faut pas attendre que ça soit aussi. Alors, le céphalématome, il peut être bilatéral. On parle de crâne natiforme, parce que le nates, ça veut dire les fesses en latin. Et là, on voit parfois que la nature imite l'art. La fracture linéaire, maintenant, elle peut être due à une compression, à une traction par les forceps ou par les ventouses, ou à une chute du bébé hein, qui a glissé des mains au moment de l'expulsion. Le diagnostic différentiel, ce sont les sutures accessoires, comme je l'ai dit. Radiologiquement, c'est quand même très différent. En soi, la fracture n'a aucune gravité, elle consolide rapidement, mais il faut quand même chercher s'il n'y a pas des lésions associées, notamment un hématome extradural. L'embarrure en balle de ping-pong, maintenant, elle peut survenir lors d'une naissance instrumentale ou non. On voit ça chez des bébés qui naissent par césarienne. On estime que c'est dû à une compression du crâne du bébé contre le promontoire maternel. Donc là, vous voyez cette embarrure très spectaculaire. En fait, c'est un bébé qui est né par césarienne. Le papa du bébé avait des souvenirs émus de la naissance où, comme ça ne passait pas, il y a eu 2 sages-femmes qui ont été à califourchon sur le fond de l'utérus pour aider à la naissance. Ça s'est terminé malgré tout par une césarienne. Alors, ces embarrures, elles sont rarement petites. Ça, c'est un exemple
l'embarrure, elle se stabilise dans une position anormale de la voûte parce que la voûte a des propriétés d'élasticité et des propriétés géométriques qui permettent qu'elle se stabilise en position anormale. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même très rarement des petites embarrures. Là, c'est un exemple d'une petite embarrure qu'on n'avait pas opérée et qui a guéri quasiment spontanément, presque totalement au bout d'un mois. Malgré tout, les embarrures, quand elles sont importantes, elles vont quand même souvent nécessiter une intervention. Donc ça, c'était, j'ai gradé des embarrures d'importance croissante et j'avais fait un petit test auprès de mes collègues de neurochirurgie pédiatrique en France pour savoir qui opérerait laquelle. Et le cut-off, ça s'est situé ici, donc au niveau de la troisième, à peu près tout le monde l'opérait. Donc là, on a un consensus de la Société française de neurochirurgie pédiatrique. Alors la chirurgie, bon, pourquoi est-ce qu'on opère? Pour décomprimer. Bon, c'est pas exactement quel est l'effet de la compression du crâne embarré, mais on n'a pas tellement envie de le laisser. Ça peut peut-être provoquer un déficit, peut-être une épilepsie. Et puis c'est un rôle morphologique, c'est quelque chose qui est un petit peu choquant. Certainement d'opérer ça va favoriser le lien parent-enfant. Alors, on utilise la technique du démonte-pneu. On fait une petite incision par laquelle on va démonter la suture et on va glisser une spatule sous l'embarrure et on va soulever cette embarrure. Ça fait un petit bloc. Et si on regarde la vidéo, vous voyez au niveau de la suture pariétale, on voit la région qui est embarrée. Et quand on soulève la voûte, ça s'est corrigé. Et c'est une opération très simple, rapide et qui règle le problème avant la chute du cordon. L'hématome extradural, maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment pas fréquent, mais qui peut arriver. Comme je l'ai dit, la dure mère, elle est adhérente aux sutures crâniennes, et donc l'hématome extradural sera limité par les sutures. Malgré tout, son volume peut être quand même assez important et entraîner une compression cérébrale et une spoliation sanguine. On peut, dans la plupart des cas, faire une évacuation percutanée, en passant soit par la suture, soit par le trait de fracture, et c'est suffisant pour décomprimer le cerveau et que le reste de l'hématome disparaisse tout seul ensuite. L'hématome sous-dural maintenant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent en rapport avec un saignement des veines durales, notamment au niveau de la tente du cervelet, donc ça sera souvent de part et d'autre de la tente. Ça peut être volumineux, voire même impressionnant. La présentation clinique, ça se fait avec un intervalle libre entre 12 et 24 heures, souvent, avec une présentation clinique atypique, apnée, hypotonie, bradycardie, parfois convulsion, parfois signe d'engagement, avec mydriase. Le plus souvent, l'hématome va se résorber spontanément. Ici, on a un exemple d'un bébé qui, en 3 semaines, a quasiment résorbé totalement un hématome qui était assez volumineux. C'est important parce que quand on a des bébés secoués à 2 mois ou 3 mois et qu'on nous dit que c'est en rapport avec la traumatisme obstétrical, ça ne tient pas debout. L'hématome sous-tentoriel, il peut être dû donc, au saignement de la dure mère, mais également à un ramollissement veineux dans le cervelet. Donc, on voit ici ce bébé qui était quand même un assez gros bébé, qui est né avec ventouse, qui était hypotonique, raide, qui avait cet hématome dans le cervelet, qui était volumineux, hein, qu'on a ponctionné. On a ponctionné quelques ml et ce qui a permis de décomprimer. Et c'est un bébé qui a ensuite bien évolué. Malgré tout, il garde une hypotonie, un retard et une ataxie. Donc, ça a des conséquences. La ponction donc, sous-cutanée, elle est suffisante dans la plupart des cas d'hématome. C'est un geste d'urgence qu'on fait au lit du patient en soins intensifs. Bien sûr, il faut vérifier les facteurs de coagulation. Il ne faut pas fonctionner un enfant hémophile sans le savoir. Il suffit de retirer quelques ml, hein, ça c'est la courbe de Starling qui montre l'évolution de la pression en fonction du volume. C'est sûr qu'à quelques ml près, on va avoir une pression qui peut changer beaucoup, et quand on retire quelques ml, on va se retrouver à gauche de la courbe dans des valeurs de pression bien plus confortables pour l'enfant. Donc on peut fonctionner soit à travers la fontanelle, soit à travers la suture, soit à travers la fracture quand elle existe, ou bien en transouche. Ça, c'est un exemple d'un hématome sous-dural qui était volumineux, très mal toléré. Vous voyez le Doppler avec un reverse flow, donc c'était vraiment une grande urgence de ponctionner. Et après la ponction, on a une hémodynamique qui est bien meilleure.
Donc, ça, c'est un exemple d'un hématome au niveau du cervelet qui était assez volumineux. Donc, on a fonctionné ici en disant, en se représentant où se trouvait le sinus latéral et le sinus sigmoïde. On essaie de passer à travers la suture innominée. Et puis, on retire quelques ml. Donc, quand on retire ça, on est content. Hein, c'est vraiment satisfaisant. Les hématomes intracérébraux, c'est moins fréquent. Donc, ça se situe en dessous de la pymère. En fait, la pymère, elle est, comme j'ai expliqué, elle se délamine très facilement. Et donc, il va y avoir une nécrose du parenchyme qui a perdu sa pymère qui sert de lame porte-vaisseau au cerveau. Donc ça, on ne fonctionne pas, ça se traite par craniotomie, donc c'est quand même assez peu fréquent qu'on ait à faire ça. Vous voyez ici, cet hématome qui semble sous-dural, il est en fait sous-pial, et puis on a le cortex qui est refoulé avec une nécrose hémorragique du cortex sous-jacent. Donc, on fait une incision arciforme, on regarde la fontanelle, on va démonter l'os au niveau du frontal et ouvrir la dure-mère, puis la pymère et aspirer ce qui est nécessaire pour décomprimer le cerveau. Alors, le traumatisme crânien, il peut être anténatal dans certains cas. Alors, ça, là, comme on dit, ça suit la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que soit l'enfant meurt, soit il survit étant normalement neurologiquement intact. Parfois, on peut avoir des surprises. Ça, c'est un enfant qui avait été opéré par des collègues de Vérone et qui avait retrouvé qu'en fait, pendant sa vie intra-utérine, sa maman avait été agressée avec un coup de couteau dans le ventre et que l'enfant avait une plaie crânio-cérébrale par une arme blanche. Et qui ne laissait bien sûr aucune cicatrice puisque c'était à 30 semaines. Alors ensuite, les hémorragies intracérébrales, ce n'est pas forcément dû à un traumatisme, ça peut être dû à une cause structurelle, il y a des fissures artério-veineuses de la dure-mère en fosse postérieure, des anévrismes, des thrombophlébites qui peuvent donner un saignement, des cavernomes. Bon, tout ça, ce sont des choses tout à fait exceptionnelles, mais ça existe. Ça, c'est un autre exemple d'un enfant qui avait une histoire pré- et périnatale très compliquée avec une incompatibilité résus, exsanguino-transfusion 5 fois, foramen ovale perméable, thrombus intracardiaque, sepsis à staphylocoque et qui fait une hémorragie cérébrale gravissime. Là, vous voyez qu'il y a un reverse flow, en fait, il était mourant. Et quand on a fait l'écho Doppler, on a vu qu'en fait, il y avait un anévrisme qui était un anévrisme mycotique. C'est un enfant qui est décédé peu de temps après cet examen. Et donc, il peut y avoir des maladies systémiques qui peuvent être révélées par une hémorragie cérébrale, puis il peut y avoir des coagulopathies, notamment une CVD. Alors, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est la conséquence de l'hémorragie? L'un comme l'autre est possible. Il peut y avoir une hémophilie, comme je l'ai dit. Il peut y avoir une maladie de Willebrand, un déficit en vitamine K, notamment chez des mamans qui ont une cholestase prénatale ou bien en postnatal quand il y a un allaitement maternel exclusif. Et puis des maladies métaboliques rarissimes. Donc ça, c'est un exemple d'un enfant qui avait une hémophilie qui a été révélée par cette hémorragie, en fait, avec des signes d'engagement, une ischémie temporale, une ischémie cérébrale supérieure contralatérale, et qui a malheureusement développé des anticorps antifacteur 8. Il a eu des facteurs 7 activés, ce qui n'a pas marché, et il est décédé à 2 mois de vie. Et puis les lésions traumatiques, elles peuvent être dues, quand une naissance se passe très mal, il peut y avoir un traumatisme mécanique dû à une naissance instrumentale, bien sûr, mais également un traumatisme métabolique avec une anoxie. Et quand on a ces lésions qui s'associent, c'est en général de mauvais pronostics. Les traumatismes médulaires, ils peuvent survenir dus à une traction sur l'extrémité céphalique ou bien à une naissance en siège, avec une rétention de tête dernière. Donc, quand c'est une présentation céphalique, on a plutôt des lésions cervicales, comme ici. Quand c'est une naissance en siège, c'est plutôt une lésion thoracique. C'est favorisé par la rétention de tête dernière. Il peut y avoir également des traumatismes dus à une malposition anténatale avec une tête défléchie. Alors, est-ce que c'est favorisé par une hypotonie préexistante? Ici, chez ce bébé-là, on a découvert à l'autopsie, bon, c'est le bébé qui est mort, hein, on a découvert à l'autopsie qu'il y avait une micropolygyrie. Alors, est-ce que ça a favorisé ce traumatisme obstétrical? C'est un bébé qui était incapable de pousser pour s'expulser. Ici, c'est un traumatisme, vous voyez la disjonction des sutures. Il y a eu une traction par ventouse ou un hématome sous-cutané. Pourtant, dans le compte-rendu de naissance, il n'y a pas de traction importante. Malgré tout, il y a quand même une rupture de la moelle épinière.
Donc, c'est ce qu'on appelle un SCIVORA, un Spinal Cord Injury Without Radiological Anomalies. C'est favorisé par l'élasticité du rachis, alors que la moelle épinière a beaucoup moins d'élasticité. On estime que le rachis peut s'étirer de 5 cm, alors que la moelle épinière ne s'étire que d'un demi-centimètre. Donc ça, c'est un enfant qui avait un tableau d'hypotonie à la naissance, vous voyez, et puis qui en fait était totalement tétraplégique, vous voyez, qui respire très 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 mal et qui ne bouge pas du tout les bras, ou à peine. On avait pensé à un centre de Wernicke-Hoffmann, et en fait l'IRM montrait une image très bizarre qui avait fait penser à une diastématomyélie. Donc on a décidé de l'opérer. Mais en fait, rétrospectivement, on s'est rendu compte que sur le phétoscanner, il y avait une tête défléchie de façon très très impressionnante. Et ça, c'est un mécanisme qui décrit de lésions médulaires prénatales dues à l'hyperextension de la tête. Et lors de l'opération, ce que j'ai trouvé, donc, c'était cette fibrose autour de la moelle épinière, une moelle qui était totalement très très atrophique, très fibreuse. Donc l'intervention, ça consistait en une arachnoïdolyse, une défixation médulaire au niveau cervical. Et puis, on était plutôt surpris de la qualité du résultat, parce qu'on voit que l'enfant, à un mois de post-opératoire, il respirait bien, il agrippait bien, il bougeait bien ses petits doigts, il agrippait, etc. C'était vraiment très satisfaisant. Et au niveau des pieds également, malheureusement, il a installé des troubles d'infection urinaire, etc., qui ont entraîné le décès. C'est vraiment très déçu. Alors, un autre chapitre qui est assez discuté, c'est le rapport entre le traumatisme obstétrical et le Chiari. Ça a été remarqué dans les années 70 qu'il y avait une corrélation statistique entre des difficultés de naissance, un gros bébé, une naissance très longue ou bien au contraire très précipitée, une naissance instrumentale, et la survenue d'un Chiari à l'âge adulte. Pourtant, c'est quand même assez rare qu'on ait des observations comme ici avec l'hématome cérébelleux qui disparaît et qui laisse en place un Chiari. Maintenant, c'est un bébé qu'on a suivi mais qui n'a jamais nécessité d'opération. Malgré tout, il y a la notion du Chiari zéro, où on a un engagement tonsillaire qui est modéré, mais il y a une fibrose arachnoïdienne, ça entraîne une syringomyélie, et dans ces cas-là, on trouve quand même assez régulièrement la notion d'une souffrance néonatale. Une autre corrélation qui est discutée, c'est la notion de traumatisme de la naissance chez les enfants qui ont des malformations de la charnière crânio-cervicale, comme on va le voir, et d'impressions basilaires, des anomalies squelettiques surtout. Et donc, alors ça, c'est un exemple d'un bébé qui avait un état très algique, une hyperextension de la nuque, qui respirait très très mal, et sur l'IRM, il y avait une impression basilaire qui était né avec forceps. Et on s'était posé la question de lésions traumatiques. Et il se mettait spontanément en hyperextension de la nuque. Et son état hyperalgique, ses problèmes respiratoires se sont très nettement améliorés dès qu'on a soulevé son thorax, qu'on a empêché en quelque sorte son extrémité céphalique d'entrer en conflit avec l'apophyse odontoïde. Et on a d'autres exemples. Ici, c'est un enfant de 3 ans qui avait une dysplasie de charnière, et il y avait un antécédent de naissance par césarienne en urgence pour souffrance fœtale aiguë. Et chez cet enfant-là, à 13 ans, on avait un os odontoïdéum. Il y avait une notion d'hypomobilité fœtale, une dystocie, une naissance par césarienne en urgence. Alors, est-ce que la dystocie était la cause de cette fracture congénitale, ou est-ce que c'était la conséquence? Ça, c'est très difficile de l'affirmer. Malgré tout, ce sont des hypothèses qui ont cours. Et alors, si on prend notre expérience lilloise, très, très brièvement, pour montrer que le pronostic de ces lésions traumatiques sont en général très, très favorables, avec un suivi moyen d'à peu près 1 an, on a une grande majorité de ces patients qui se développent de façon tout à fait normale. Malgré tout, on a quand même 2 morts sur les 90 cas. Donc, en conclusion, ces différentes lésions traumatiques, ça pose la question du conflit d'intérêt fœto-maternel. On se demande, est-ce qu'il ne fallait pas prévoir une césarienne à l'avance, évidemment. Malgré tout, la césarienne, ça a ses inconvénients, comme on voit dans cette illustration du film Alien. Donc, en conclusion, on voit le spectre de ces lésions qui sont finalement assez fréquentes, hein, qui vont le plus souvent du banal
au gravissime, fort heureusement, de façon exceptionnelle. On voit que la fenêtre d'opportunité chirurgicale, elle est étroite, il faut agir vite, et le plus souvent, ce sont des gestes simples, des gestes percutanés qu'on peut faire au lit du patient. En tout cas, c'est une prise en charge qui est médico-chirurgicale, et c'est important d'anticiper ces problèmes pour avoir des circuits de décision courts. Voilà, je vous remercie de votre attention.